Bienvenue sur ce 5e épisode de la série Les Nouveaux Millionnaires. Je te le rappelle, dans cette série, j'interviewe des personnes qui sont parties de zéro et qui sont aujourd'hui devenues millionnaires. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, si tu souhaites suivre cette série. Dans cet épisode, tu vas découvrir le parcours, l'histoire et les conseils de Olivier Seban, qui est devenu millionnaire et qui s'est spécialisé dans l'immobilier. On va tout de suite se rendre donc à Dubaï, là où j'ai rencontré Olivier. C'est parti. Olivier, bonjour. Salut mec. Tu vas bien? Ouais. Merci à toi d'accepter cette interview. Merci à toi. Alors comment on dit? Est-ce qu'on dit l'expert de l'immobilier ou le millionnaire de l'immobilier? Parce que j'ai entendu les deux. Bah les deux, bon, c'est vrai que j'ai une expertise dans l'immobilier, mais je suis aussi millionnaire immobilier. Peut-être parce que j'ai cette expertise. D'accord. Bon, aujourd'hui c'est comme ça. Je suis millionnaire, mais en réalité j'ai été millionnaire plusieurs fois. Je l'ai fait avec mes entreprises, mais je l'ai fait aussi avec l'immobilier. Mais je vais tout te raconter, je te promets. T'es ok pour nous partager tes petits secrets là? Je te promets que je vais tout te dire. Super. Alors on va peut-être par contre rentrer à l'intérieur, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, parce que là, pour vous donner un truc qui fait dans les 38-40 degrés. Alors oui, c'est pour ça d'ailleurs que je mets des lunettes de soleil, hein. C'est pas pour faire ma star, mais surtout parce qu'il y a beaucoup de soleil. Il y a beaucoup de soleil. Ok. Bon, bah on rentre. Allez, on va dans ma chambre. Allez, c'est tiens. parti. Ok, alors Olivier, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, d'expliquer un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à avoir les résultats que tu peux avoir? Les résultats, il y a plein de choses, mais bon, on va dire déjà, on va parler de moi. Ok. Sans prétention. Aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je fais? J'aide les gens à gagner de l'argent avec l'immobilier. D'accord. Moi, je suis devenu une deuxième fois millionnaire avec l'immobilier. La première fois, c'était avec de la création d'entreprise, on va en parler probablement après, mais l'immobilier m'a aidé à, j'allais dire redevenir millionnaire, non, c'est pas à redevenir millionnaire, je l'étais déjà, mais je suis aussi millionnaire immobilier en dehors de millionnaire simple. Quelle est ton activité aujourd'hui principale? Donc aujourd'hui, moi j'ai une activité de formateur où j'aide encore une fois les gens à gagner de l'argent avec l'immobilier, à travers de vidéos, formations vidéo comme tu fais, de coaching même live. Et bon, j'ai mon activité d'investisseur propre, parce que bon, c'est bien beau de dire achetez ça, faites comme ci, faites comme ça, mais c'est mieux si tu es capable de le montrer par toi-même. Ouais, donc tu es cohérent avec le message que tu portes. Parce que tu le sais aussi bien que moi, tu as plein de mecs sur le net, ils disent ouais, moi je vais vous apprendre à faire, et puis montre-nous ce que tu fais toi, et puis il n'y a que dalle. Et quel que soit le domaine, tu vois ce dont je parle. Donc voilà, donc j'ai mon activité de coach et de formateur en investissement immobilier, et j'ai mon activité d'investisseur. Ok, alors pour toi, l'immobilier aujourd'hui, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que c'est surtout accessible à des personnes qui gagnent, on va dire, des revenus dans les, je sais pas, on va dire 1500, 2000 euros par mois? Et est-ce que c'est un effet de levier qu'ils peuvent aujourd'hui utiliser pour, en tout cas, pas forcément devenir millionnaire, mais augmenter leur liberté financière? Alors, je te dis oui, avec un salaire de 1500 euros, on peut acheter de l'immobilier. Ok. Mais pas n'importe où. Pas n'importe où. C'est clair que si tu veux acheter de l'immobilier à Paris, c'est chaud quoi. 1500 euros, c'est très difficile. Alors pourquoi on peut acheter? Je vais le dire d'une manière très mathématique, mais j'espère que vous allez comprendre. Quelqu'un qui gagne 1500 euros peut emprunter auprès de la banque en payant une mensualité de 500 euros par mois. D'accord. D'accord. Les banques, quand elles ne te connaissent pas, elles vont te dire, moi je veux un tiers de taux d'endettement par rapport à ce que vous gagnez. Donc, 1500 euros, la banque elle va t'accorder un crédit où tu vas payer 500 euros par mois. Ok. 500 euros par mois, ça te permet d'emprunter 100 000 euros. 100 000 euros, en sachant que le prix moyen du mètre carré en France est aux alentours de 2000 euros, ça veut dire que tu peux acheter un appartement de 50 mètres carrés. D'accord. 50 mètres carrés, c'est un 2 pièces, un petit 3 pièces. Ou tu peux acheter pour le même montant 2 studios. Okay. Même si c'est pas vraiment le type de produit que je recommande, mais c'est déjà au moins pour démontrer, d'un point de vue encore une fois financier et mathématique, que même en gagnant 1500 euros, on peut commencer à emprunter et s'enrichir dans l'immobilier. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas tellement le mot s'enrichir, mais c'est vrai que on parle d'argent millionnaire, donc
Oui, forcément. On va utiliser les mots qu'il faut. Hein. Bon. Donc oui, si vous gagnez 1 500 €, vous pouvez commencer à investir dans l'immobilier. Et puis, même il y a des produits qui coûtent pas très cher. Moi, j'ai des anciens élèves à moi qui ont commencé en achetant un parking, 2 parkings, 3 parkings. Un parking, suivant les zones où tu achètes, tu vas payer 5 000 €, tu vas payer 10 000 €, tu peux payer 15 000 €, mais c'est accessible à plein de gens. Et encore une fois, on dit 1 500 €, on peut commencer à acheter un appartement, mais si tu es deux en couple, chacun 1 500 €, oui, forcément, ça double. Ça fait 3 000 €, donc tu as plus de possibilités. Et comment on devient millionnaire immobilier, hein, comme tu vas me poser la question. Oui, en effet. Grosso modo, si tu achètes un appartement à 100 000 € chaque année, au bout de 10 ans, je vais simplifier les choses. Allez, on va dire au bout de 15 ans, vous serez potentiellement millionnaire immobilier. D'accord. Donc, c'est juste, encore une fois, c'est mathématique. Mais il y a plein de gens, ils sont capables de le concevoir d'une manière très théorique. Dans leur tête, oui, c'est vrai, 10 appartements à 100 000 €, ça fait 1 million. Mais au moment où il faut passer à l'action, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Ils disent, c'est pas vrai, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Tu vas sur ma chaîne, toi tu connais, tu as vu toutes les personnes que j'ai interrogées, la plupart des gens que j'interroge, et je le fais volontairement, sont des personnes que je dis normales, et qui investissent dans l'immobilier, qui ont fait des choses extraordinaires dans l'immobilier, et je prends des gens qui ont gagné, qui ont démarré avec 1 500, 1 800, 2 000 €. J'ai d'autres investisseurs dans mes élèves qui gagnent beaucoup plus, mais si c'est eux que je présente, on va dire oui, mais le gars il gagne 10 000 balles par mois, c'est normal. Ouais, les gens peuvent pas forcément s'identifier. Complètement. Ok. Et aujourd'hui, parce qu'on entend beaucoup de choses dans l'immobilier, la colocation, pour bien que les gens comprennent, quand tu dis acheter 10 appartements par exemple à 100 000 €, le but c'est que ça s'autofinance. Alors, si tu veux devenir millionnaire immobilier, il faut pouvoir acheter plusieurs appartements. Ok. Et pour pouvoir acheter plusieurs appartements, il ne faut jamais être en déficit. C'est-à-dire qu'il faut, comme tu l'as évoqué, il faut que tes appartements, ce que tu achètes, le loyer que tu vas percevoir de l'appartement que tu vas acheter, il faut qu'il paye la totalité de ce qui te coûte. C'est-à-dire le crédit, la taxe foncière, les charges de copro. Enfin, les charges, généralement, tu en refactures une bonne partie au locataire. Mais c'est la condition sine qua non. Et l'exemple que je prends tout le temps, mettons que tu ailles voir ton banquier, tu gagnes 2 000 €, tu dis « Monsieur le banquier, prête-moi », il va te prêter, et puis le loyer que tu vas percevoir, mettons qu'il soit de 300 € et tu payes 500 € par mois, ça veut dire que chaque mois, tu dois sortir 200 € de ta poche. Donc, si tu retournes voir le banquier, après, monsieur le banquier, je voudrais acheter un deuxième, il va te dire « Mais attends, tu gagnais 2 000 €, mais tu gagnes plus 2 000 € en réalité, puisque tu as un déficit de 200 €, donc tu gagnes aujourd'hui 2 000 moins 200, tu gagnes 1 800 €. En tout cas, c'est les revenus qui sont disponibles pour pouvoir réemprunter. Alors, je simplifie, il y en a qui connaissent plus sur l'immobilier, mais je simplifie pour que tout le monde comprenne. Donc, le banquier va dire, attendez, je ne vais pas vous reprêter de l'argent, pour 2 raisons. Premièrement, vos revenus sont en baisse, comme je viens de l'expliquer. Et deuxième chose, et qui est le plus important, et puis l'un confirme l'autre, vous n'êtes pas capable de montrer que vous savez gagner de l'argent avec l'immobilier. On ne gagne pas forcément la confiance du banquier. Donc, le banquier va te prêter de l'argent à partir du moment où il a confiance en toi. Et comment il a confiance en toi? En lui montrant que tu sais gagner de l'argent avec l'immobilier. Et il y a plein de gens qui ne savent pas faire ça. Alors c'est pour ça, moi je dis tout le temps, tout le monde sait investir dans l'immobilier, tout le monde sait qu'il faut trouver une petite annonce, aller voir l'appartement, aller voir la banque, signer chez le notaire, on vous donne les clés, mais ça ne garantira jamais que vous gagnerez de l'argent avec l'immobilier. Et la différence, ça c'est une phrase aussi que j'utilise tout le temps, c'est la différence qu'il y a entre ceux qui réussissent dans l'immobilier et ceux qui ne font qu'acheter de l'immobilier, c'est que ceux qui réussissent, ils en savent plus que ceux qui ne font qu'acheter de l'immobilier. Et ça, on peut enlever le mot immobilier, vous pouvez le mettre dans tous les domaines, et ça fonctionne. Dans ton business, ça soit le web marketing, la séduction pour ceux qui s'intéressent à ce domaine-là, la négociation, j'en sais rien. Plus vous en saurez sur le sujet, plus vous serez performant et plus vous gagnerez. Ça va pas plus loin que ça. Je crois que c'est l'erreur, c'est pas mon domaine moi, mais je crois que c'est l'erreur aujourd'hui qui est la plus commune à mon avis dans l'immobilier, c'est que les gens achètent
les biens ne sont pas autofinancés, et la plupart des gens peut-être pensent que c'est pas possible d'autofinancer un bien. Parce qu'ils voient, ils sont dans leur ville, tout à l'heure j'ai parlé de Paris, le mec il voit le prix à Paris, ouais, c'est ça. Il dit non, c'est pas possible à Paris. Alors je leur dis, c'est vrai, tu as raison, ça marche pas à Paris. Pourquoi ? Parce que Paris est trop cher. Ouais. Et j'ai plein de gens qui viennent me voir et me disent, mais moi je veux acheter à Paris. La première question que je leur pose, est-ce que tu gagnes assez pour acheter à Paris ? Alors déjà, 80% ils disent non, je gagne pas assez. Enfin, ça dépend pour acheter quoi. Si c'est juste pour acheter une place de parking, ça, il n'y a pas trop de problème. Studio, ça commence à 200, 300 000 euros, il faut pouvoir assurer. Mais ouais, les gens pensent que c'est pas possible parce qu'ils vont pas voir plus loin que le bout de leur nez. Mais moi, j'habite dans une zone où le prix au mètre carré se balade entre 7 et 10 000 euros. D'accord. Ok, je ne suis pas à Paris. Mais j'achète pas dans ma zone parce que ça sert à rien. Je peux pas gagner d'argent. Donc mes appartements, je les achète ailleurs, à 300 km de chez moi, à 400 km. Pourquoi ? Parce que tout simplement, aux endroits où j'achète, je sais que je vais gagner de l'argent. Tu trouves des meilleures opportunités. Bien entendu. Si vous êtes à Paris, n'achetez pas à Paris. En tout cas, si vous voulez gagner de l'argent. Comme ça, c'est clair. Donc en fait, est-ce qu'on peut dire qu'on s'en fout en quelque sorte un peu de la stratégie qu'on utilise derrière ? À savoir, il y en a qui vont faire, de la colocation, location longue durée, court terme. Le principal, en fait, c'est quoi ? C'est l'autofinancement. La stratégie derrière, c'est moins important. Non, pas complètement. Pas complètement. Alors, il faut... La règle de base, la règle d'or dans l'immobilier, c'est autofinancement. Je répète, qu'est-ce que c'est ? Le loyer que vous allez percevoir doit couvrir la totalité des charges qui sont inhérentes, conséquentes à la possession d'un appartement. La plus grosse étant le crédit, et le deuxième, les différentes taxes comme la taxe foncière, en sachant encore une fois que les taxes de copropriété, généralement, t'en refacturent une bonne partie aux locataires. C'est la règle d'or. Si ça, vous n'y arrivez pas, vous le ferez une fois et vous ne pourrez pas acheter deux fois. Ensuite, quelle est l'énergie, le temps que tu veux bien investir là-dedans ? Je vais prendre l'extrême. Si tu veux faire de la location courte durée, la location courte durée, c'est ce qui rapporte le plus. Mais c'est ce qui demande le plus de boulot, le plus d'énergie. Mais tu vas être récompensé. C'est-à-dire que tu peux avoir facilement 20% de rentabilité sur un appartement que tu exploites en location courte durée, alors que tu ne les auras pas en location simple. Mais la location simple, tu vas mettre quelqu'un dedans, qui va rester 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. La location courte durée, il reste 3 nuits, 4 nuits. Ça demande donc plus de boulot. Tu es mieux payé, mais c'est du job. Donc la question que tu dois te poser avant justement d'acheter, c'est quelle stratégie tu es capable d'exploiter. Quand je dis capable, c'est-à-dire le temps et l'énergie que tu es capable de donner. Si tu n'as pas le temps et tu veux faire la location courte durée, ça va pas marcher parce que ça va te prendre la tête, ça va te bouffer la tête et tu vas acheter un bien qui va être adapté pour la location courte durée, mais que tu vas avoir du mal à réexploiter autrement. D'accord. Donc, parce qu'il vaut mieux avoir un plan B. Donc, si tu n'as pas le plan B et tu as basé vraiment ta stratégie que sur un truc et que ça ne marche pas, parce que ça t'enquiquine ou parce que la réglementation, les lois qui sont passées te mettent beaucoup de contraintes et que tu ne peux plus le faire, tu l'as dans le baba, quoi. Ouais, tu as fait un investissement qui ne te sert à rien. Qui sert à rien, ok. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle d'immobilier là, tu utilises d'autres effets de levier, d'autres leviers qui sont accessibles aussi aux personnes pour s'enrichir, pour avoir plus de liberté au niveau finance? Quels sont les leviers aujourd'hui qui sont accessibles pour toi? Il y a 3 leviers globalement pour s'enrichir, pour liberté financière. La liberté financière n'est qu'une conséquence de l'enrichissement. C'est parce que vous commencez à avoir de l'argent que vous pouvez avoir une certaine autonomie financière, une certaine liberté financière. Voilà. Si vous n'avez pas d'autonomie financière, vous êtes toujours ric-rac à la fin du mois, vous enrichirez pas et votre liberté financière, elle n'existera pas. Ça sera qu'un doux rêve pour vous et ce seront les autres qui l'obtiendront à votre place. Alors ensuite, si on revient sur les 3 piliers, on appelle ça souvent les piliers de l'enrichissement, de la liberté financière, c'est l'entrepreneuriat, qui est probablement le plus difficile à faire. Donc c'est ce que tu as utilisé au début? Moi, j'ai toujours été entrepreneur. Okay. Je me suis enrichi avec mes entreprises, j'en ai monté plusieurs. J'ai pas tout le temps réussi, ça m'est arrivé de déposer le bilan une fois. Le deuxième, et qui est probablement le plus facile, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient croire, c'est l'immobilier. Okay. Et le troisième, c'est la bourse. Mais la bourse, c'est encore un jeu qui est complètement différent.
Pourquoi ? Parce que la bourse, tu ne peux t'enrichir qu'avec ton propre argent. Tu ne peux pas aller voir la banque, il dit prête-moi de l'argent et je vais investir en bourse. Le mec, il va te jeter à coups de pompe dans le derrière, il va dire qui c'est ce taré. Alors que l'immobilier, on peut s'enrichir avec l'argent des autres. L'argent de la banque qui va te servir à acheter l'appartement. Il y a très peu de gens qui ont 100 000 euros sur leur compte en banque pour acheter directement un appartement sans faire de crédit. Donc ils vont aller voir le banquier. Ils vont dire bonjour monsieur le banquier, prête-moi de l'argent, je vais utiliser ton argent et je vais te rembourser après. Donc pour acheter l'appartement. Et le deuxième argent des autres, c'est celui du locataire. Vous allez utiliser l'argent du locataire pour rembourser le banquier. Et ça, ce qui est fantastique, et aussi contrairement à ce que beaucoup de gens croient, on peut le faire avec zéro. On peut emprunter la totalité, on peut emprunter sans faire d'apport, on peut emprunter même les frais de notaire, on peut démarrer avec zéro. Tout emprunter. Tout emprunter. Mais, premièrement, déjà, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui s'enlèvent ça de la tête, qui pensent qu'il faut qu'ils arrêtent de penser que c'est pas possible. Ouais. Ça, c'est le premier truc. Et deuxième chose, et c'est toujours la même chose, qui se bouge le cul, quoi. Ouais. Passage à l'action, quoi. Mais vraiment, bon, le derrière, on va dire, c'est un peu plus politiquement correct, mais je veux dire, il y a tellement de gens qui rêvent, qui disent oui, je vais faire ou pas faire, mais qui font rien. Ouais, c'est ça. Ils suivent des formations, ils n'en font rien. Et puis ce que j'aime bien dire aussi pour provoquer les gens, je dis moi je peux vous apprendre à devenir millionnaire, mais je pourrai jamais le faire pour vous. Donc il faut que vous bougiez le derrière et vous fassiez les choses. Moi je peux vous expliquer comment on gagne de l'argent avec l'immobilier, c'est pas difficile, mais il faut que vous fassiez les choses. Rien d'autre. Tu vas sur ma chaîne, toutes les personnes que j'ai interrogées, le point commun qu'elles ont toutes, elles ont fait les choses. Elles ont fait les choses. Ouais, et puis c'est aujourd'hui ce qu'on peut voir énormément sur Internet, c'est que énormément de personnes, je sais pas ce que tu en penses, mais ils veulent des résultats là, mais les actions ne sont pas du tout cohérentes avec la vision qu'ils ont de leur vie, avec leurs objectifs. Moi je vais aller plus loin, il y en a beaucoup qui veulent rien foutre. Ouais, aussi. Qui cherchent la formule magique, et que ça va tomber et tout ça. Le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vendent ça un peu sur Internet. Allez, montez un blog, faites ci, faites ça. La liberté financière, c'est pas difficile. Appuyez là et... C'est pas difficile à condition que vous bougez le derrière. Ouais. C'est tout. Et les choses qui sont difficiles, c'est celles que vous faites pas. Une fois que vous les avez faites, vous vous dites mais c'était aussi simple que ça. Il y a beaucoup de gens par exemple qui ont peur d'acheter un appartement et ils en achètent un et puis ils voient que c'est tellement facile qu'ils deviennent accros et puis ils en achètent un deuxième, un troisième, un quatrième. C'est comme ça que ça démarre. Ouais. Faut faire les choses. Alors, on en parlait justement hier, il me semble. On sait, je pense, tous les deux que les stratégies sont certes importantes, mais l'état d'esprit va avoir un énorme impact. Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord sur ça, il y a des gens qui ont accès aux mêmes stratégies, mais ils vont pas avoir les mêmes résultats. Alors, il y a différentes raisons derrière ça, mais si vous avez des croyances limitantes ou des choses, forcément, ça marche pas. Alors, la question que je veux te poser, c'est comment tu as fait dans ta vie pour atteindre un certain état d'esprit que tu as aujourd'hui et qui t'a permis de manifester au final les résultats que tu peux avoir. Bon, comme tu l'as dit, tout est dans la tête. Et il y a une phrase que j'aime bien utiliser, c'est que quoi que vous fassiez, c'est souvent, allez, on va dire l'investissement d'une manière générale ou le développement personnel de manière encore plus générale, c'est comme le sexe. C'est-à-dire c'est 90% dans la tête et 10% de technique. Intéressant. Donc, tout est dans la tête. C'est qu'est-ce que tu as mis dans ta tête et qu'est-ce qu'on t'a mis dans ta tête et qu'est-ce que tu dois jeter de ta tête et qui te pollue et qui t'empêche d'avancer. Voilà. Alors, il y en a, ils ont besoin d'éléments déclencheurs. Il y en a qui c'est un peu inné chez eux. Moi, je peux pas dire que c'était un élément déclencheur. Je crois que j'ai toujours eu ça en moi. J'ai toujours eu la quête de liberté. Est-ce que tu as baigné dans cet univers Non, pas vraiment. Peut-être il y a un truc qui m'a rendu énormément service, c'est que mes parents, quand j'étais ado, m'ont jamais donné un seul centime d'argent de poche. Donc il fallait que je me débrouille tout seul. Tu vois, à 14-15 ans, je me rappelle, il y avait un fleuriste en bas de chez nous. J'allais distribuer, je faisais les livraisons de fleurs et j'encaissais des pourboires. D'accord. Même le fleuriste, il m'a dit, moi je te paye pas. Tu encaisses des pourboires. Donc je faisais des petits jobs comme ça. Je distribuais des prospectus. Je me rappelle, en première terminale, je séchais les cours. Chez l'école, ça n'a pas jamais été, même si j'étais
bon élève. Ça n'a jamais été. Je me faisais chier à l'école. Bon, bref. Un jour, je vous en reparlerai si ça vous amuse. Mais donc, je mettais le souk et je me suis fait virer 3 fois de l'école. Je me suis fait virer en 5e, je me suis fait virer en seconde et je me suis fait virer en terminale. Et je jure que c'est vrai. Tellement je mettais le bordel. Si vous êtes fait virer, c'est pas pour ça que vous n'allez pas réussir. Exactement. Et je me suis dit, au fin de compte, j'aurais dû me barrer de l'école plus tôt, j'aurais eu beaucoup plus. Enfin bref. Donc je me suis toujours débrouillé par moi-même dès mon plus jeune âge. Donc ça m'a poussé à faire des choses et à entreprendre des choses. Okay. Donc j'ai toujours eu une âme d'entrepreneur. Je me suis jamais posé la question d'être salarié. Et c'est surtout pour une chose, parce que c'est vrai que même si je dis j'ai entre guillemets jamais été salarié, c'est pas complètement vrai. C'est que pendant une certaine période, entre l'âge de 18 et 19 ans, j'ai travaillé, je faisais de l'intérim. Parce que, je vais vous raconter toute l'histoire. Je sortais du bac, je me suis inscrit en IUT, ils ont paumé mon dossier, donc ils m'ont dit je suis désolé, on vous reprendra l'année prochaine. Donc l'année suivante, je me suis cassé la jambe à la veille de la rentrée, donc j'ai jamais été à l'IUT. Et pendant cette année-là, mon père il m'a dit tu vas pas rester à glander à la maison, tu vas aller bosser. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai bossé, j'allais faire de l'intérim, je bossais 1 mois et je me barrais 2 mois en vacances. Donc voilà, c'est le seul moment où j'ai réellement bossé. Il y a eu une autre période de ma vie qui est un peu plus compliquée, mais j'ai toujours été donc entrepreneur. J'ai monté des entreprises depuis l'âge de 18 ans. Je montais des trucs. Il y en a qui marchaient, il y en a qui marchaient pas. On faisait dans l'expérimentation. Hein. À 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'avais pas la prétention de tout savoir. En tout cas, j'avais la prétention de bouger mon derrière beaucoup plus que les autres. Ouais, tu passais à l'action. Ah, je faisais. Je veux dire, je me suis jamais posé cette question de dire de faire ou de pas faire. Et donc, j'ai fait, j'ai construit, j'ai entrepris. Encore une fois, il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres qui ont moins bien fonctionné. Donc, j'ai toujours monté des entreprises depuis mon plus jeune âge, et puis bon, tu t'es développé un peu cet état d'esprit tout seul en passant à l'action. Oui. T'as pas été chercher d'informations au début. Non, tu te construis, tu sais, quel que soit ton âge, tu te construis. Alors c'est vrai que, je vais revenir sur l'aspect boulot. Et moi, pourquoi je suis devenu entrepreneur, pourquoi j'ai fait des choses, c'est parce que je voulais, ma liberté, et lorsque je me levais le matin à 6h du mat pour aller bosser, alors, j'ai rien contre les gens qui le font, sauf que moi, ça ne me correspondait pas. Donc, je ne voulais pas, et ce que j'aime bien dire de manière provocante, je ne voulais pas me lever le matin pour aller bosser. J'étais prêt à bosser 15 heures par jour, j'en avais rien à faire, mais je ne voulais pas bosser pour quelqu'un, je voulais bosser pour moi, et je voulais bosser quand j'avais envie. Et automatiquement, si tu veux, tu développes un état d'esprit, et surtout, ce que j'aime bien dire, c'est que tu te mets en mode solution. C'est-à-dire, tu as un problème, tu veux pas de ça, qu'est-ce que tu fais pour atteindre ton but et quelle solution, quelle stratégie tu mets en place? Donc voilà. Tu as une forte motivation due de la liberté, quoi. Oui, voilà. Je peux pas dire que j'ai eu d'éléments déclencheurs, mais moi je voulais ma liberté. Okay. Donc la liberté, elle a un prix parce qu'on doit tous se loger, on doit tous se nourrir. Donc c'est comment tu gagnes ton argent en le moins de temps possible pour avoir un maximum de liberté. Il est clair que si tu arrives à gagner ton argent, d'ailleurs c'est la liberté financière, si tu arrives à le gagner en 2 heures, en bossant 2 heures dans la journée, il est clair que tu as tout le reste pour toi, pour faire ce que tu veux. Ouais, tout à fait. Là, on est à Dubaï. Pourquoi je peux partir à Dubaï? Parce que premièrement, j'ai mon business qui tourne, d'une part. J'arrive à gagner suffisamment d'argent en un court laps de temps, et puis je peux profiter de la vie. Tu vois, par exemple, dans le groupe, là, parce qu'on est une trentaine ici, ça vous le voyez pas. Ouais, on est un peu. Et il y en a un qui s'appelle Nicolas, et Nicolas, on lui a dit, 3 jours avant, on lui a dit, tiens, tu veux pas venir? Bon, le gars, il arrive à avoir une certaine autonomie financière, une certaine liberté. Il y a 3 jours, il a dit, ok, je prends mon billet pour Dubaï et je vous rejoins. C'est parti. Et franchement, c'est le pied, quoi. C'est sûr. C'est le pied. Bon, ça doit être l'objectif, votre objectif. Si vous voulez de la liberté financière, si vous voulez que ce que vous entreprenez vous apporte quelque chose à votre vie ou vous laisse plus de choix, il faut faire les choses. Les stratégies, elles sont pas difficiles. Elles sont connues par beaucoup de gens. Et aujourd'hui, elles sont accessibles. Elles sont accessibles, c'est exactement ce que j'allais dire. Utilisez-les, mettez-les en œuvre et vous aurez des résultats. C'est obligatoire.
Alors, est-ce que dans ton parcours, tu t'es intéressé ou pas du tout au développement personnel? Est-ce que tu as suivi un peu des gens dans le domaine et est-ce que tu t'es formé ou pas trop? Non, je peux pas dire ça. Okay. Te dire que je me suis jamais intéressé au développement personnel, ça serait mentir. C'est un truc qui m'intéresse, parce que ce qui m'a toujours fasciné, c'est ce qui se passait dans la tête des gens. Okay. Donc, j'ai pas fait de formation sur le développement personnel. T'as pas eu besoin de ça pour... Non, j'en ressens pas le besoin. Okay. J'en ai pas ressenti le besoin, mais j'ai été voir des présentations d'Anthony Robbins, des trucs comme ça. Okay. Bon, t'as un état d'esprit, tu vois, tu t'imprègnes, Mais bon, il y a aussi, tu sais, à mon avis, il y a deux types de personnes. Je pense que tu seras un peu d'accord avec moi. T'as les leaders. Ouais. Allez, il y en a peut-être trois. T'as les leaders, t'as les futurs leaders qui s'imprègnent des leaders, ouais. Et t'as les rêveurs. Ok. Le but, c'est pas de rester dans la case rêveur. Quoi. Ne restez pas. Alors, passez du rêveur au futur leader et du futur leader, passez leader. Et c'est comme ça, automatiquement, que vous allez progresser. À partir du moment où vous voulez aller plus haut, vous allez obligatoirement progresser. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous allez vous demander, vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller au niveau supérieur? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre cet objectif? Et les solutions, on les trouve. Ouais, il y a tellement de choses sur Internet aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a du gratuit. Peut-être trop d'ailleurs. Ouais. Il y a du gratuit, il y a beaucoup de gratuit. Hélas, il y a beaucoup de conneries. Bon, c'est comme ça. Ouais. Mais déjà, si vous pouvez vous imprégner de ceux qui ont réellement réussi, automatiquement, vous allez évoluer. Automatiquement, vous allez évoluer. Je vais vous raconter une histoire. Une anecdote. Il y a un mec, il y a quelques années, qui m'envoie un mail, ouais. Qui me dit « Jamais je donnerai un centime à un mec qui est déjà millionnaire. » Tu vois, il voulait pas s'inscrire. Okay. Il voulait s'inscrire à ma formation, mais ça l'enquiquinait. D'accord. Bon, et puis, je vous la fais courte. Hein, le message, il était un peu plus hard que ça. Je lui ai dit « T'as raison, va voir un smicard, il va t'apprendre comment on gagne de l'argent. » Voilà. Et voilà. Ouais, d'où on prend l'information. Bien sûr, c'est clair. Je veux dire que, par exemple, tu vois, dans l'immobilier, moi, je vois beaucoup de gens qui me disent, qui viennent me voir, ils me disent, ouais, mais mon entourage me freine, ils me disent, ouais, tu vas avoir ci comme problème, ça. Ouais, et puis tout le monde veut nous donner des conseils, c'est le problème dans leur... Et ils n'ont jamais investi. Ouais. Et les gens qui donnent ce genre de conseils, ils n'ont jamais investi. Ouais, ils n'ont jamais, oui. Donc, mais par contre, ils savent. Oui, voilà, et ça. Donc, si vous avez le problème un jour, que ce soit l'immobilier ou dans un autre domaine, la personne qui vous dit non, ne le fais pas parce que tu vas avoir tel ou tel problème, dites-lui, mais toi, tu as déjà fait. Bon, si vous dites oui, bon alors peut-être il aura une véritable expérience à partager, mais s'il n'a pas fait, faut aller parler à quelqu'un d'autre. Une question qui me vient en tête là, que je trouve intéressant, c'est est-ce que dans ton parcours, tu as certainement fait des erreurs? Quelle est la plus grosse erreur, entre guillemets, que tu pourrais partager que tu as fait et qui pourrait permettre aux gens de ne pas la faire? On a tous des forces et tous des faiblesses. Ouais. Il faut utiliser vos forces, capitaliser sur vos forces et déléguer vos faiblesses. Moi, j'ai déposé le bilan à cause de ça. C'est-à-dire que j'avais une entreprise où j'étais bon d'un point de vue commercial, marketing, mais d'un point de vue gestion, j'étais naze. J'étais un mauvais, j'étais un nul. J'ai pas honte de le dire. Ça m'a amené à déposer le bilan parce que j'ai voulu tout faire, j'ai voulu tout traiter, la partie gestion, la partie main dans le cambouis, parce que moi je suis plutôt stratégique, j'utilise beaucoup plus mes neurones que mes mains. Et quand je mets les mains dans le cambouis, c'est-à-dire c'est pas péjoratif du tout. Hein, ce sont mes forces et mes faiblesses. Je suis fort quand il faut réfléchir, mais je suis pas bon lorsqu'il faut être opérationnel. Donc il faut capitaliser sur vos forces parce que vous serez beaucoup plus productif, vous irez beaucoup plus loin et déléguer vos faiblesses. Il y a des choses que je ne sais pas faire, des choses que je ne sais pas faire. Donc moi j'ai déposé le bilan à cause de ça dans une de mes entreprises et j'ai dit plus jamais je fais la même connerie, plus jamais. Et j'ai délégué toutes mes faiblesses. Il y a des gens qui savaient faire ça excellemment, bien, beaucoup mieux que moi, et alors que moi j'étais bien meilleur sur d'autres points, encore l'aspect stratégie, commercial et tout ça, et ça m'a permis d'aller plus loin. Bon, on est tous comme ça, hein. On a tous des choses qu'on sait mieux faire que d'autres. Il faut être capable de les identifier, mais généralement on le sait, mais peut-être des fois on se cache les choses, ou peut-être on veut contrôler, non mais j'aimerais bien savoir, machin et tout. On veut un peu tout faire. Voilà, tu vois, par exemple, pour revenir à l'immobilier, moi j'ai quelques appartements,
je ne veux absolument pas gérer les locataires. Ouais. Donc je délègue, je sais que ça m'enquiquine et donc je vais le faire mal, donc je délègue ça à quelqu'un qui le fait 10 fois mieux que moi et j'en entends jamais parler. Je crois sincèrement que c'est, en tout cas c'est mon erreur. Ouais, si je peux donner un autre conseil, c'est de croire en vous. On a tendance à se dévaloriser et à penser que les autres sont meilleurs que nous. Mais au final, les autres pensent la même chose de vous. Ça veut dire que les autres, vous êtes les autres pour les autres. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et en réalité, ceux qui sont meilleurs que les autres, c'est ceux qui font un pas de plus, ceux qui avancent, qui bougent leur derrière. C'est la seule différence. C'est l'action qui apporte de la confiance. En plus, je veux dire, tu as entièrement raison. À partir du moment où tu fais quelque chose, tu es capable de te prouver à toi-même que ça marche, et très souvent ça marche, il suffit de faire les choses, on prend confiance, et quand tu as fait un pas, le plus facile à faire, c'est d'en faire un deuxième. Ouais, tout à fait. Mais il y en a qui restent toujours sur la ligne de départ et il ne se passe jamais rien dans leur vie. Est-ce que, une autre question qui me vient, moi sur ma chaîne YouTube, je parle beaucoup des rituels quotidiens, de l'importance d'avoir des rituels, le matin, le soir, etc. Je parle beaucoup de méditation, d'affirmation, de fait de consommer de l'information. Est-ce qu'il y a des choses, toi, dans ton quotidien que tu fais et que la majorité des gens ne font pas et qui te permet justement, qui t'a permis d'avoir les résultats que tu as ? Non. Non. Décevant, hein. Non, j'ai pas de rituel. Franchement, non. Je sais pas quoi te dire à ce sujet-là, j'ai pas de rituel. C'est vraiment, de ce que je retiens de ton parcours, vraiment le passage à l'action, quoi, qui t'a permis d'apprendre tout ce que tu sais aujourd'hui. Ça, c'est clair. Ouais, ok. Pour comment, plus tu vis de choses, plus tu passes à l'action. Plus tu vis de choses, plus tu as d'expérience et plus tu as de retour. Ouais. Après, tu regardes ce qui marche, et tu vires ce qui ne marche pas, bien sûr, et ce qui marche, tu capitalises dessus et tu continues à faire ce qui fonctionne. Je dirais la roue du succès, le schéma du succès, c'est tu prends une stratégie qui fonctionne, que tu as emprunté à quelqu'un, qui te sert d'exemple, tu fais la même chose, tu as des résultats, tu passes à l'action, tu as des résultats, et comme ces résultats sont bons, tu as une confirmation de croyance, et tu dis, ça fonctionne, donc je vais recommencer. Restons sur l'immobilier. Vous achetez un premier appartement, vous n'avez pas de déficit, c'est-à-dire que vous gagnez de l'argent avec, donc vous avez, un crédit de 500 € et puis vous encaissez 1000 € de loyer, ce n'est qu'un exemple. Hein. Tu as prouvé à toi-même déjà que tu es capable de le faire. Ton banquier, il voit que tu gagnes de l'argent avec l'immobilier, que tu as du succès. Donc si tu retournes voir ton banquier pour acheter un autre appartement, il va te dire oui, parce qu'il voit que tu sais que tu fais des choses qui te permettent de gagner de l'argent. Et le banquier il parle que d'argent. Et toi, tu as construit ta confiance personnelle, ta propre estime personnelle, qui te permet d'être encore plus audacieux, plus vaillant et d'aller plus loin. Et c'est le cercle vertueux. À partir du moment où tu vois que tu as une stratégie qui fonctionne, il suffit de l'utiliser régulièrement, de la remettre en action, et tu vas augmenter tes résultats, les améliorer, et tu vas aller beaucoup plus loin. J'aimerais qu'on finisse cette vidéo rapidement. Je vais te parler d'une citation de Jim Carrey, que tu dois connaître. De nom, ouais. Que j'aime beaucoup, et il a dit un jour, j'aimerais que toutes les personnes puissent être riches et célèbres pour qu'ils comprennent que ce n'est pas la réponse. En fait, je trouve sa phrase assez intéressante, et la question que j'ai par rapport à ça, c'est toi aujourd'hui qui as de l'argent, quel est le plus important dans ta vie ? Je pense pas que c'est l'argent, est-ce que c'est avoir plus d'argent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, je pense, qui sont dans une certaine course vers l'argent, mais pour des mauvaises raisons, ou qui n'y a pas de vision derrière ou d'objectif principal. Je crois que cette course, elle a aucune fin en fait. Aujourd'hui, honnêtement, si j'avais 1 million de plus sur mon compte, ça changerait pas ma vie. Oui, d'accord. Ça ne changerait pas ma vie, alors qu'il y en a plein, qui, même avec la moitié, ils seraient les plus heureux du monde. En réalité, je vais reposer la question. Voilà, le court terme, enfin pas le court terme, mais le bonheur, la notion de bonheur est importante. Moi, la question que je pose tout le temps, c'est, puisqu'il faut relier les deux, l'argent et le bonheur, en tout cas, je les relie la manière dont je vais vous expliquer les choses, et la question que je vous pose, à laquelle vous devez répondre, c'est combien vous avez besoin d'argent pour être heureux. Est-ce que vous avez besoin d'être millionnaire pour ça ? On s'en fout. Je veux dire, ma mère, elle n'est pas millionnaire, elle est heureuse. Je veux dire, voilà. Donc, est-ce que vous avez besoin d'être obligatoirement millionnaire pour être heureux ? Parce que fondamentalement, c'est ça le plus important.
Bien sûr, d'avoir de l'argent, ça vous permet de vous retrouver dans un hôtel 5 étoiles, dans une suite comme on est à Dubaï, avec la mer devant nous. Là, vous la voyez pas, mais moi je la vois. Mais voilà, et puis de dire, ok, je m'éclate, je pars, je prends l'avion parce que j'ai les moyens de le prendre, de me barrer demain parce que j'ai pas d'attache. Mais on en a parlé tout à l'heure, je crois. On était au bar en train de boire un coup. J'ai dit, mais fondamentalement, si j'avais moins d'argent, je voyagerais pas en business, mais j'irais quand même à Dubaï. Au lieu de prendre un hôtel 5 étoiles, je prendrais un hôtel 3 étoiles. Ouais, c'est ça. Et puis c'est tout. Et puis je m'en fous. La question, c'est combien vous avez besoin pour être heureux. Et c'est ça le plus important. Alors, il y en a qui vont dire, oui, c'est pas politiquement correct de dire ça. Oui et non. On dit que l'argent, il fait pas le bonheur, mais je peux vous assurer que quand vous n'en avez pas, il vous pourrit la vie. Hein. Donc, à partir du moment où vous pouvez manger et vous loger, vous avez vos 2 besoins primaires qui sont comblés. Ouais. Vous faites ce que vous voulez de votre vie, quoi. C'est la liberté financière, elle commence à ce moment-là. À partir du moment où vous pouvez vous loger, ou même vous avez peut-être payé votre appartement, hein, si vous avez acheté votre résidence principale, et que vous avez assez pour manger. Et ça s'arrête là. Puis l'argent va généralement décupler qui on a au final. L'argent, il vient tout seul. Ça peut vous sembler fou pour ceux qui en ont pas, ou pas assez, ou qui aimeraient en avoir plus, mais je vous assure que l'argent, il vient tout seul. Moi, j'ai jamais cherché à être riche. J'ai jamais cherché à être riche. Jamais le driver. Jamais. En réalité, l'argent, je l'ai eu parce que ce n'était que le reflet, une récompense, j'aime bien dire ça, que c'est la récompense de des actions que j'ai entreprises. Mais comme elles ont bien fonctionné, mes actions, elles étaient rentables, elles étaient productives, ça m'a permis de gagner plus d'argent. Mais j'ai jamais cherché à être riche. Moi, mon premier objectif, quand je parlais tout à l'heure, je voulais pas me lever le matin pour aller au boulot. Moi, je voulais ma liberté. Ouais, donc c'était ça vraiment. Combien coûtait ma liberté? Le premier coût de ma liberté, c'était de me loger et de manger. Après, c'est qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as envie d'aller plus loin ou pas et tout. J'ai jamais cherché à être millionnaire. Jamais, jamais, jamais. Ça n'a jamais été mon leitmotiv. Ça n'a été qu'une conséquence, qu'une récompense. D'accord. Moi, je dis souvent aux gens, je sais pas ce que tu en penses, soyez heureux et devenez riche en faisant ce qui vous rend heureux. Ouais, pourquoi pas? Je pense qu'on a plein de définitions. Ouais. Ce qui est important dans la vie de chacun, il y a un mot, c'est la clarification. Qu'est-ce que vous voulez? C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Si vous savez ce que vous voulez, et c'est pas obligatoirement de l'argent, même si on a parlé d'argent, c'est qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être plus heureux? Je vais vous donner la formule. Passez du temps avec ceux que vous aimez. Vous voulez plus d'argent? Utilisez votre temps pour gagner plus d'argent. Je ne suis pas certain que ça vous rendra plus heureux, mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous mélangez les deux, si vous savez bosser le moins possible pour gagner ce dont vous avez besoin et passer le reste de votre temps avec ceux que vous aimez, vous aurez suffisamment d'argent pour vous et vous serez probablement plus heureux. Super. Et Olivier, je te remercie beaucoup pour cette vidéo. Merci à toi. On va aller à bientôt. Dans la piscine. Au moins dans la piscine. Au moins. Mettez comme d'habitude un énorme like juste en dessous. Partagez cette vidéo aux personnes qui pourraient être inspirées justement pour la regarder. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à demain très certainement pour une prochaine vidéo. Merci Olivier encore. Ciao. Ciao, ciao.